Bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez. Il est 9h30. Je vous propose d'attendre 1 ou 2 minutes, le temps que les quelques retardataires puissent se connecter à notre salle. C'est toujours un exercice un peu particulier. Et puis voilà, on se donne à 9h32 et puis on commence. Je vous remercie. C'est parti! Eh bien, bonjour à tous. Je vous remercie d'avoir rejoint la track Cybersecurity des annuaires et AD Hardening. Je me présente, je m'appelle Luc Delsal et j'ai le privilège voilà, de vous accompagner dans cette première session qui a pour titre les 5 étapes urgentes que chaque RSSI doit mettre en œuvre pour sécuriser son Active Directory. Alors, je vais vous en parler un petit peu du programme tout de suite, mais avant, je vais me présenter. J'ai remarqué quelques têtes connues dans la salle. Merci à eux. Mais je pense que la plupart d'entre vous me connaissent pas. Donc aujourd'hui, je suis le directeur technique d'une société qui s'appelle Alcide, qui propose une solution de supervision en temps réel de la sécurité de l'Active Directory. Mais ce qui va être plus intéressant, je pense, c'est mon background. Alors très rapidement, j'ai commencé en tant qu'ingénieur sécurité chez Apple. Je m'occupais de la sécurité de WebKit, enfin de l'implémentation de la sandbox de WebKit, vous savez, le moteur de rendu HTML. Et puis après, je suis revenu en France et j'ai travaillé pendant une dizaine d'années à la NSSI, dans l'équipe qui est en charge de faire deux choses. D'une part, de réaliser des exercices, on va dire, de Red Team, donc type test d'intrusion, nos sollicités sur les infrastructures critiques de l'État, et également de travailler dans une cellule qui était la cellule en charge de réaliser ce qu'on appelle les opérations de reconstruction. Concrètement, qu'il y a eu des incidents de compromission sur des réseaux d'infrastructures, dans des réseaux de grande envergure. Mon équipe était en charge de comprendre par où l'attaquant était passé, quelles étaient les vulnérabilités qu'il avait exploitées, afin de proposer un plan qui visait à l'expulser du système d'information et resécuriser un petit peu l'ensemble. Et c'est comme ça que j'ai commencé à mettre la main dans Active Directory et dans ses internals. Et ce qui m'a donné par la suite l'envie de créer Alcide pour essayer d'apporter des réponses un petit peu efficaces. Donc j'ai un profil plutôt technique, mais contrairement à peut-être d'autres présentations que vous avez pu suivre de ma part, pour celle-ci j'ai fait le choix d'essayer de prendre un petit peu de hauteur. On va pas aller regarder le fonctionnement de Kerberos Armory ou le fonctionnement du Secure Channel qui est établi par NetLogon par exemple, que vous connaissez peut-être récemment avec Zero Access. On va plutôt essayer de prendre un petit peu de hauteur et essayer de voir finalement comment construire une stratégie de sécurisation qui soit efficace pour son Active Directory. Si je fais un parallèle avec des termes qu'on emploie beaucoup dans la sécurité, il y a une vraie différence entre la stratégie et la tactique. La tactique, ça va viser à mettre en place peut-être un paramétrage de sécurité particulier qui va peut-être adresser un risque. Mais si on a beau avoir des tactiques qui sont très efficaces pour adresser des risques, si on n'a pas une vraie sécurité, une vraie stratégie qui vise à avoir une vision d'ensemble des risques et de les sécuriser de manière globale, finalement les tactiques vont être assez illusoires. On va colmater des brèches, mais on va en rater d'autres parce qu'on n'aura pas eu cette vision d'ensemble. Donc l'objet de cette présentation, c'est quoi? C'est on va dire, une demi-heure, un peu moins d'une demi-heure, parce qu'il faudra vous laisser le temps pour les questions-réponses, de couvrir un petit peu le spectre de pour l'Active Directory une cible qu'il faut sécuriser. Et je pense que si vous êtes présent ici, vous en êtes plus ou moins convaincu. Quel est le chemin d'attaque, on va dire classique, de compromission d'une infrastructure Active Directory, et quelles sont finalement les questions qu'il faut se poser pour construire sa stratégie de sécurité. Et puis enfin, je suis un grand fan des questions-réponses, donc je serais ravi de répondre à toutes les questions que vous pourriez avoir sur cette thématique en fin de session. Petite warning toutefois, je suis en mode présentateur, donc j'ai les slides en plein écran, ce qui fait que je ne vois pas vos questions. Et voilà, si vous souhaitez m'interpeller, il faudra plutôt le faire en fin de session. En tout cas, vous pouvez poser les questions dès maintenant, mais je pourrais les voir en fin de session. Donc voilà, soyez pas frustrés si je ne vous réponds pas. C'est simplement que je ne les vois pas. Voilà pour la petite introduction. On va y aller tranquillement avec voilà une première question. Pourquoi l'Active Directory est une cible privilégiée des attaquants? Bon, premièrement, c'est un composant qui est assez vital pour tout système d'information, on va dire toute entreprise, puisqu'il réalise deux tâches qui sont essentielles, allez, deux tâches et demie. La première tâche qui est d'assurer des mécanismes d'authentification type single sign-on pour tous les employés de l'entreprise en question, élément assez intéressant. C'est également lui qui s'occupe du contrôle d'accès sur plein de ressources,
le SharePoint, le poste de travail, le site internet. Vous pouvez définir dans l'Active Directory qui peut accéder à quoi sur ces infrastructures. Et puis enfin, il propose également un mécanisme, on va dire, d'autoconfiguration de système Windows qui permet d'avoir une gestion, on va dire, homogène d'un système d'information et de ses ressources, ce qui est très important. La sécurité, il faut qu'on s'assure qu'elle s'applique de manière homogène sur tout type de ressources et qu'il n'y ait pas de différence. Active Directory au moyen de ces GPO nous permettent de le faire. C'est des problématiques, l'authentification, le contrôle d'accès et la gestion, le déploiement, on va dire, de configuration de manière homogène. C'est un sujet qui est extrêmement classique dans toute entreprise et ce qui fait que Active Directory, qui était un précurseur, c'est arrivé il y a à peu près 20 ans et même avant Active Directory, on avait Microsoft Directory Services qui est officié déjà dans ce type de thématique. Mais ce qui fait que aujourd'hui c'est un système qui est présent sur un large scope d'entreprise. Dès que vous avez plus de 1000 salariés, je suis quasiment certain que vous avez un Active Directory. Et l'AD est devenue une cible qui est relativement intéressante pour des attaquants. Pourquoi? Tout simplement parce que si vous avez la main sur le système qui régit le contrôle d'accès, vous pouvez vous donner accès sur à peu près n'importe quelle ressource et nécessairement, ça vous donne un certain nombre de droits, voire tous les droits à lire la boîte mail du PDG, à aller se connecter au SharePoint, à aller se connecter à une machine. Et du coup, c'est extrêmement intéressant pour les attaquants. Et on va le voir dans cette présentation, mais c'est pas forcément à des fins d'espionnage économique. Aujourd'hui, tous les ransomware s'appuient sur Active Directory pour faire de la propagation latérale. Mais j'anticipe un petit peu sur la présentation. Il y a des constats de sécurité aujourd'hui qui sont assez forts, assez marquants et qui est important de souligner. Je vais citer un chiffre qui a été donné par le cabinet de conseil Wavestone, qui a été publié il y a au début de mois à l'occasion d'une autre conférence de sécurité qui s'appelle les Assises de la sécurité. Wavestone fait de la réponse sur incident, un peu comme le fait toujours la NSSI, c'est-à-dire que quand une entreprise privée se fait attaquer et compromettre, ils ont besoin de personnes pour les aider à reconstruire et resécuriser l'ensemble. Et ce qu'indiquait Wavestone dans leur étude, c'est que 100%, pas 90, pas 95, mais 100% des opérations de réponse sur incident qu'ils ont effectuées sur l'année 2019 et 2020 avaient une composante Active Directory. C'est-à-dire que sur toutes les attaques un petit peu d'envergure, on a systématiquement Active Directory qui est impacté. Parce que, on l'a dit tout à l'heure, c'est un système qui est assez hégémonique, qu'on retrouve partout et qui est intéressant d'un point de vue attaque, mais également parce qu'on sait que présente un certain nombre de faiblesses qui rend la vie des RSSI ou des responsables de sécurité un peu dure dans la mesure où il y a plein de composantes à sécuriser. Et on a d'autres chiffres qui sont assez parlants. Par exemple, un pentester, quelqu'un qui essaye d'évaluer la sécurité d'une infrastructure, mais moins de 48 heures pour prendre la main sur un Active Directory. Et pour faire un petit aparté, 48 heures, c'est quand c'est un mauvais pentester. Généralement, l'objectif, c'est plutôt d'essayer de prendre la main en moins d'une demi-journée, et puis après, de passer une semaine à faire un rapport ou faire d'autres choses que ce qui est demandé de faire. Donc c'est quelque chose qui se fait relativement bien. Vu que c'est une infrastructure complexe, c'est très compliqué de détecter des incidents de sécurité. Les moyennes, c'est plus de 100 jours avant de détecter que notre infrastructure AD a été compromise, ce qui est quand même problématique, parce qu'entre-temps, il peut se passer pas mal de choses. Et puis, quand on fait des audits de sécurité, on se rend compte qu'il y a pas mal de faiblesses. Donc voilà, on a un constat assez très intéressant, plutôt faiblement sécurisé. Et la troisième composante qui est essentielle, c'est qu'aujourd'hui, vu que l'AD est un terrain de jeu assez intéressant d'un point de vue attaquant, forcément, il a été regardé de manière très importante par tous les chercheurs en sécurité, pour comprendre le modèle de sécurité, pour comprendre ses forces, ses faiblesses, ses intérêts, ses défauts, et surtout pour développer toute une série d'outillages, qui sont aujourd'hui des outillages qui sont complètement open source, qui permettent d'éprouver la sécurité de ces infrastructures. Personnellement, je pense que c'est plutôt une bonne chose d'avoir ces outils. Il y a toujours un débat, est-ce que c'est une bonne chose ou une mauvaise chose? La sécurité par l'obscurité, de mon point de vue, c'est pas quelque chose qui est tenable dans la mesure où dissimuler un petit peu ces maladies honteuses, forcément au bout d'un moment ça va se voir et quand ça va se voir, ça va être la grosse catastrophe à la Eternal Blue par exemple ou la Zero Access comme on a pu le voir. Donc plutôt avoir des outils qui nous permettent d'évaluer si on est bien sécurisé, c'est quelque chose qui a de l'intérêt parce que finalement ça fait progresser tout le monde vers le haut.
quand Mimikatz est sorti, les problématiques de passe de hash, on va y revenir tout à l'heure, ont été prises en compte de manière beaucoup plus forte. Et du coup, je pense que le niveau global de sécurité a progressé. Mais évidemment, il y a quand même un revers à cette médaille-là, c'est que quand on publie ce type d'outils, ben forcément, il y a des gens mal intentionnés qui peuvent en tirer parti. Et si on est un petit peu à la traîne, si on n'a pas fait l'effort de sécuriser efficacement son Active Directory, ben on peut payer le prix. Donc il y a un parallèle à trouver, mais il y a un équilibre à trouver, et c'est parfois là le plus difficile. Et ces outils aujourd'hui sont complètement automatisés dans des chaînes d'exploitation, comme le ransomware Ryuk par exemple, mais on va y revenir. Essayons de faire un petit résumé avant de parler sur la stratégie de sécurisation, sur quelle est la séquence d'attaque classique contre un Active Directory, contre ce type d'infrastructure. La chaîne est ce qu'on appelle kill chain, ça a été modélisé par une société qui s'appelle Lockheed Martin aux États-Unis et qui est aujourd'hui un petit peu un standard. Et elle a une petite dizaine d'étapes. Comment elle fonctionne? Vu qu'Active Directory est normalement pas exposé directement sur Internet, si vous voulez rigoler, je vous invite à regarder les derniers tweets de Sylvain Cortès. Il a publié un certain nombre de screenshots d'Active Directory directement exposés sur Internet. Mais on va dire que dans la plupart des cas, c'est pas le cas. Qu'est-ce que fait l'attaquant pour arriver à ses fins? Il va commencer par essayer de compromettre un endpoint, un poste de travail, un iPhone, une tablette, ce genre de choses. Aujourd'hui, sur une entreprise, on a bien souvent 2 devices de ce type-là par employé. Donc, si vous avez 1000 employés, ça vous avez 2000 devices. Si vous en avez 10 000, vous en avez 20 000. Si vous avez 100 000, ça fait 200 000 devices. C'est quasiment impossible, en tout cas c'est ce que je crois à titre personnel, d'arriver à sécuriser parfaitement tous ces devices-là. Il y en a forcément un qui va rater une upgrade, forcément un qui va rater un durcissement, et c'est par là que l'attaquant va rentrer. Donc comment il va y rentrer? Soit en faisant du phishing, soit en posant des malwares, justement en piégeant, en exploitant une vulnérabilité, mais il va poser la main dessus. Et ensuite, qu'est-ce qu'il va faire? Il va essayer de faire une action de propagation latérale. Il va essayer de passer de machine en machine pour pouvoir arriver à atteindre son Saint Graal qui est Active Directory. Et une fois qu'il a la main sur Active Directory, il va à peu près tout faire sur le système d'information et donc accéder à ses fins, soit faire du vol d'information, soit faire des actions de type ransomware et chiffrer tous les disques. Bref, faire ce genre de choses. Pour y arriver, prendre la main sur l'Active Directory de manière globale, il suit souvent les 5 étapes qui sont au milieu de cette planche. Il va essayer de faire de la reconnaissance. On va essayer de voir où est-ce qu'il est, la tête de l'Active Directory, les éventuelles faiblesses qu'il pourrait voir. Ensuite, il va essayer de faire du vol de credentials, il va essayer de voler des identifiants de sécurité, des mots de passe, des clés de session Kerberos, ce genre de choses, afin de pouvoir prendre l'identité d'une personne. Et bien évidemment, son objectif, c'est d'essayer d'amasser un maximum de login mots de passe jusqu'à pouvoir se balader sur quelques machines, jusqu'à trouver une machine dans laquelle il trouvera des credentials plus importants qui lui permettront d'avoir plus de droits, type des droits d'administration, jusqu'à arriver comme ça à prendre la main sur l'Active Directory de manière globale. Et une fois qu'il est là-dessus, on est sur la dernière étape qui est de persistance. D'accord? C'est quelque chose qui est assez standard. On prend la main sur un device pour accéder à l'Active Directory. Ensuite, on va essayer de reconnaître un petit peu où on est. On va essayer de voler des credentials. On va essayer de se déplacer latéralement sur quelques machines jusqu'à arriver à récupérer des credentials d'administration ou trouver une vulnérabilité qui nous permet de prendre la main sur l'Active Directory. Et à partir de là, on va essayer de se dissimuler, on va essayer de se rendre persistant pour pouvoir ensuite effectuer des actions plus ou moins malveillantes. C'est intéressant d'avoir ça en tête parce que quand on regarde un petit peu ce que propose aujourd'hui le marché de la cybersécurité, on se rend compte qu'il y a quand même beaucoup de protection sur la partie endpoint, ce qui est important. Vous avez des antivirus, des EDR, des Next Gen AV, vous avez des HIPS, des HIDS, j'en passe et des meilleurs. Mais tout ce qui est protection contre la reconnaissance, le credential theft, l'exploitation, l'élévation de privilèges ou la propagation latérale, on en a beaucoup moins. Et c'est là où on va devoir travailler dans cette présentation. C'est là où on va essayer d'apporter des mécanismes de hardening qui soient efficaces pour protéger ces étapes-là, qui sont bien souvent un peu le parent pauvre de notre stratégie de sécurisation. Je vous rappelle le principe de défense en profondeur qui maintenant a été modernisé par le Zero Trust. Il faut avoir des moyens de protection à tous les niveaux logiques de notre système d'information. Protéger uniquement les endpoints, ça va nous poser problème. Protéger uniquement nos data, ça va nous poser problème parce qu'on va pouvoir voler des credentials. Il faut plutôt essayer d'avoir des mécanismes de hardening, de protection qui soient efficaces à toutes les étapes de cette chain. Et c'est tout l'objet de cette présentation. Tac. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour sécuriser son Active Directory? Première chose, et c'est essentiel, il faut connaître l'état de sécurisation. Et connaître l'état de sécurisation, c'est souvent un sujet un peu différent de connaître l'état de fonctionnement de son Active Directory. On peut avoir un AD qui fonctionne extrêmement bien,
d'un point de vue administration, qui se réplique bien, on crée des comptes, les process sont bien huilés, d'un point de vue Identity Access Management. Mais par contre, avoir des gros problèmes de sécurisation, parce qu'on n'a appliqué pas les bons droits, pas les bons mécanismes de sécurité, et donc du coup, qui crée des vulnérabilités qui pourraient être ensuite exploitées par des attaquants. Et ce qu'il faut bien voir, c'est que ce constat est partagé, malheureusement, ce constat d'insécurisation est partagé par beaucoup d'entreprises. On l'a vu avec les chiffres qui ont été donnés dans ces premières planches. La question, c'est est-ce que ça veut dire que toutes les équipes de sécurité, toutes les équipes d'administration d'Active Directory font mal leur boulot? La réponse est bien évidemment non. C'est juste que Active Directory, c'est une technologie qui a 10 ans, 20 ans. Aujourd'hui, les architectures AD qui existent sont plutôt une dizaine d'années, et que la sécurité d'une part s'érode dans le temps, parce qu'on va faire des modifications quasiment quotidiennes sur notre Active Directory, et donc du coup, on va desserrer un petit peu les boulons qui au final vont créer un risque. Et puis de l'autre côté, vous avez l'état de l'art de la sécurité qui évolue continuellement. Vous avez de nouvelles techniques d'attaque, des nouvelles vulnérabilités qui existent, des nouveaux modèles de sécurité qui sont introduits, comme le tiering model que l'on va voir juste après, des risques qui évoluent. Et du coup, quand on met bout à bout quelque chose qui s'érode dans le temps et des techniques d'attaque qui évoluent, qui changent avec le temps, eh bien, on commence à avoir des gaps de sécurité. Et je vous donne dans le mille, c'est bien ces gaps de sécurité qui sont exploités par les attaquants. Et aussi l'autre erreur entre guillemets que je puis dire qui est faite par quelques équipes de sécurité, c'est bon d'une part de pas suivre l'actualité et de pas voir que les boulons se desserrent, mais surtout d'avoir une approche très photographique, si je puis dire, de la sécurité de l'Active Directory. C'est-à-dire qu'ils vont faire, je sais pas, un audit de sécurité, ils vont lancer un scanner de vulnérabilité une fois par an, une fois tous les 6 mois, une fois par trimestre peut-être pour les plus chanceux, et ils vont essayer de voir les anomalies et corriger les choses à ce moment-là. Sauf que comme j'ai pu l'introduire tout à l'heure, un Active Directory, c'est quelque chose qui vit chaque jour. Vous créez des comptes, vous positionnez des droits d'accès, vous créez des GPO, vous créez des OU, vous créez des groupes, et ça de manière quotidienne. Et ce qui fait que la sécurité de votre Active Directory à l'instant T est peut-être bonne ou très mauvaise, mais elle peut avoir changé du tout au tout 1 heure, 2 heures, 3 heures après. Donc, arriver à avoir quelque chose qui va nous permettre de suivre la sécurité de l'Active Directory dans le temps, c'est quelque chose qui va être essentiel pour nous et pour garantir que la sécurité de notre AD est conforme dans le temps. Et je vous rassure, il y a des solutions qui sont sur étagère qui vous permettent de le faire, et même des paramétrages qui vont permettre de les traiter. On va y revenir juste après. Et l'autre chose, c'est bien évidemment de connaître un peu les mécanismes de hardening qui sont built-in dans Active Directory et de pouvoir les activer quand on en a besoin et en fonction des scénarios de risque que l'on fait face. Et dans tous ces paramètres de hardening, il y en a qui reviennent continuellement, qu'on appelle des quick wins, qu'il faut activer sans trop se poser de questions, parce qu'on sait que ceux-là vont nous permettre de passer un gap de sécurité. Je vais vous les présenter tout de suite après. Mais voilà, ces quick wins-là, vous les activez, vous faites passer un gain assez important d'un point de vue sécurité sur vos Active Directory. C'est bien de les connaître et de les considérer, parce que c'est ça qui vous permet de commencer à implémenter des barrières de sécurité qui sont fortes. Avant de parler de ça, un petit exemple de pourquoi j'évoquais que l'état de l'art d'un point de vue sécurité évolue et qu'il faut continuellement se reposer des questions sur comment on adresse notre stratégie de sécurisation Active Directory. Vous avez 2 exemples sur pass de hash et un attribut qui s'appelle Primary Group ID. Les deux sont des risques de sécurité. En 2000, personne ne connaissait les problématiques de pass de hash. En 2005, on a quelques chercheurs en sécurité qui se disent tiens, c'est intéressant. Le secret de notification sur l'authentification NTLM, c'est pas le mot de passe, mais c'est le hash, le NTH, qui est stocké par la machine, et du coup, ça sert à rien de craquer des mots de passe, juste en rejoignant le hash, ça pourrait fonctionner. En 2011, on a Benjamin Delpy avec Mimikatz qui fournit un outil built-in qui permet d'exécuter ces attaques passe de hash facilement. Donc entre 2005 et 2011, à partir de 2011, n'importe qui peut rejoindre des attaques passe de hash différemment. Donc là, je peux vous dire que c'est une prise de conscience assez rapide. En 2012, Microsoft publie un guide qui fait aujourd'hui référence en la matière, qui s'appelle Mitigating Pass de Hash and Other Credential Theft Techniques, avec une première idée de stratégisation de sécurité. Ils sont obligés de revoir le document en 2014, puisque finalement les mécanismes qu'ils proposaient n'étaient pas, on va dire, parfait, et on avait encore des trous dans la raquette. Ils publient une version 2 qui, elle, aujourd'hui, est extrêmement intéressante et que je vous invite à lire si vous intéressez sur ce type de thématique. Mais vous voyez, passe de hash, les personnes qui ont implémenté un mécanisme de sécurité en 2005, s'ils n'ont pas revu leur stratégie en 2011 ou en 2012, peut-être qu'ils vont être exposés à des risques, et c'est ce qu'il va falloir traiter.
Même chose sur Primary Group ID. En 2000, personne ne savait ce que c'était que cette attribut de sécurité, qui est une fonction en fait intégrée à Active Directory pour assurer une compatibilité avec Unix. Unix, pour les systèmes Unix, en fait, ils avaient besoin de stocker des identifiants de sécurité dans un attribut qui s'appelle Primary Group ID. Active Directory stockait ces identités dans un autre attribut qui s'appelle l'Object Seed, pour info. Et pour que les deux fonctionnent, mais il fallait que l'AD implémente ce Primary Group ID. Et c'est ce qui a été fait. Par contre, 6 ans plus tard, on s'est rendu compte que cet attribut-là était également pris en compte par Active Directory pour ajouter une identité supplémentaire à l'identité de l'utilisateur courant. Mettons, vous avez un utilisateur Alice qui a un identifiant de sécurité Windows, un SID qui correspond au SID de Alice. Si vous rajoutez quelqu'un dans Primary Group ID, si vous rajoutez un identifiant, par exemple 500 dans Primary Group ID, votre utilisateur Alice a toujours l'identité Alice, mais dissimulé l'identité de l'administrateur global de l'Active Directory également. Et du coup, ça, c'est super intéressant pour faire de la persistance, pour dissimuler des droits, parce que finalement, peu de gens regardent ce Primary Group ID. Et donc, du coup, aujourd'hui, on a des ransomware qui cachent un petit peu leurs droits d'administration via ce type d'attribut. Et encore une fois, si vous n'étiez pas au courant de cette posture, si vous n'avez pas fait évoluer votre stratégie de sécurisation dans le temps, peut-être que vous passez aujourd'hui à côté de ce risque. Alors, quels sont les quick wins qui sont intéressants à traiter? Premièrement, c'est intéressant de faire des sauvegardes sur votre Active Directory. Même si l'Active Directory est un système qui est multimètre, c'est-à-dire que vous avez plusieurs contrôleurs de domaine qui partagent tous leur base Active Directory d'un point de vue, avec toutes les informations dedans, il faut avoir un plan de sauvegarde. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, les ransomware, ils chiffrent tout. Vous connaissez peut-être ce qui s'est passé il y a 2 ans maintenant dans la société Maersk, qui était victime d'un ransomware qui a chiffré tous les Active Directory, à l'exception de un qui était au milieu de l'Afrique, et le ransomware a pas eu le temps de se propager parce que le lien réseau était trop lent, et c'est comme ça qu'ils ont réussi à restaurer leur Active Directory. Parce qu'ils en avaient un qui était extrêmement loin et que le ransomware n'a pas été chiffré. Si le ransomware chiffrait ce dernier contrôleur de domaine, Maersk était complètement à plat, n'avait plus aucun mécanisme d'authentification, plus aucun mécanisme de contrôle d'accès, et tous les droits auraient été perdus. Donc pour éviter ce scénario-là, faire des sauvegardes, et aujourd'hui il y a plein de solutions de sauvegarde qui permettent de le faire sur le marché, c'est quelque chose qui est à considérer. Également, pensez à mettre à jour vos licences Windows. Aujourd'hui, les Active Directory en 2008 R2, 2012 sont en fin de vie, en tout cas pour 2012 R2, et offrent des mécanismes de sécurité qui sont un peu moins efficaces que 2016 ou 2019. Je pense au Protected User Group, je pense à tout ce qui est Shadow Account, ce genre de mécanismes qui sont intéressants pour proposer des stratégies de sécurisation plus transparentes pour l'utilisateur, moins contraignantes et plus efficaces d'un point de vue sécurité. Je pourrais vous parler des silos d'authentification également, si vous souhaitez, qui sont des mécanismes disponibles dans les versions récentes d'Active Directory. Donc, payer nos licences Microsoft, ça a du sens parce qu'on a également des features de sécurité derrière. Autre chose, une erreur classique, mais qui est cette fois-ci, c'est un vrai quick win, c'est un vrai win d'un point de vue sécurité, d'un point de vue quick, on peut en discuter. Aujourd'hui, le numéro 1 des scénarios d'attaque, c'est les credential theft. Pouvoir voler des credentials, des mots de passe, des clés de session ou ce genre de choses, mais il faut avoir des comptes. Plus on a de comptes, plus on a un risque de se faire piquer ces mots de passe. C'est mathématique, si je puis dire. Donc plus on réduit le nombre de comptes, plus on a un contrôle sur ces derniers et moins on a de risque de se faire compromettre. Active Directory, malheureusement, de par sa méconnaissance de ce modèle de sécurité, en tout cas au début, dans les années 2000, on a eu tendance à créer plein de comptes d'admin dans plein d'autres groupes. Et aujourd'hui, on est obligé de faire machine arrière pour essayer de le limiter. C'est très efficace d'un point de vue sécurité, mais c'est peut-être un petit peu fastidieux à mettre en œuvre. Mais en tout cas, c'est extrêmement efficace. Après, il y a certains groupes qui servent pas grand-chose, comme DNS admin, comme schema admin. Si vous pouvez les nettoyer facilement, ça va vous permettre de limiter encore une fois le risque de credential theft. Autre action qui est intéressante et qui est complètement documentée par Microsoft, et vous avez des outils disponibles sur la MSDN qui permettent de le faire, c'est modifier le compte Kerberos. Vous avez un compte maître sur Kerberos qui s'appelle KRB-TGT, qui est en charge de chiffrer et signer tous les tickets d'identité qui sont fournis par Active Directory. Pourquoi ce compte est important? Si quelqu'un devient administrateur à un moment donné sur votre Active Directory, s'il arrive à récupérer le mot de passe associé à ce compte-là, et il peut le faire avec Mimikatz et plein d'autres outils, il pourra redevenir admin à n'importe quel moment, même si vous lui supprimez les droits. Donc, pour éviter ce genre de scénario, il faut pouvoir renouveler le mot de passe du KRBTGT 2 fois. Alors, je vais pas expliquer aujourd'hui pourquoi il faut le faire 2 fois, mais il faut le faire 2 fois, c'est important.
parce que le N-1 est toujours valide, pour s'assurer que quelqu'un qui aurait eu un moment donné accès en tant qu'administrateur à notre Active Directory ne puisse pas revenir. Faire attention à tout ce qui est backdooring également. On regarde tous les primary group ID de notre AD et si on voit un 513, hop, on le supprime. C'est quelque chose qui est important. Également tout ce qui est vieux protocole, qui est à l'origine de vulnérabilité, SMBv1, NTMV1, NetLogon dans son ancienne configuration. Ça, ce qui est important, ce qui est intéressant, c'est de créer ces GPO qui visent à désactiver ces protocoles. Encore une fois, ça peut être un petit peu compliqué pour les systèmes anciens, les vieux systèmes Linux, les vieux serveurs NetApp, ce genre de choses. Mais tous les OU qui contiennent que des machines Windows, Windows 10 par exemple, vous pouvez mettre en place ces GPO. C'est largement conseillé et ça va réduire drastiquement les risques que vous avez. Et puis après, le dernier quick win, ce que j'aurais tendance à vous dire, c'est éviter les erreurs bêtes du style je mets un mot de passe dans une chambre de description, je mets un mot de passe dans un fichier de GPO, je mets un mot de passe je ne sais pas où. Ça c'est un classique. L'immense majorité des attributs Active Directory sont lisibles avec un simple compte utilisateur. Donc un simple compte utilisateur qui peut être récupéré en prenant la main sur une machine, sur un endpoint par exemple, en récupérant le compte de machine. L'attaquant il va lire tous les attributs jusqu'à trouver un qui a un mot de passe. Et si c'est un mot de passe d'administration, ça va être gagné. Donc ça, c'est des quick wins qui sont aujourd'hui bien connus, bien documentés, mais qui est bon à rappeler parce que c'est eux qui vont vous permettre de vous sécuriser de manière un petit peu efficace. Deuxième grande étape de sécurisation, c'est de pouvoir visualiser et comprendre les mauvaises configurations de son Active Directory en temps réel. Et je vous propose une citation de Mark Twain, qui est la personne qui a écrit notamment Tom Sawyer, que j'aime beaucoup, c'est assez rigolo comme roman. Il disait, à très juste titre, le danger, ce n'est pas ce que l'on ignore, mais c'est ce que l'on tient pour certain et qui ne l'est pas. Ça, c'est quelque chose qui revient souvent. Quand j'étais auditeur, je rencontrais pas mal de décideurs qui me disaient, moi, mon Active Directory, tout est sous contrôle. J'ai des briques de sécurité, j'ai fait du hardening, je maîtrise mon Active Directory. Et vous connaissez les chiffres. Une demi-journée plus tard, Active Directory était complètement par terre. D'un point de vue sécurité, j'avais la main complète sur l'Active Directory. Et pourquoi? Encore une fois, on pensait qu'on était certain qu'on avait bien fait les choses. On n'avait pas d'outils qui nous permettent de nous apporter du crédit à cette intuition. Et finalement, on était très loin de la cible. Et aujourd'hui, le risque numéro 1 de compromission sur un Active Directory, c'est bien les mauvaises configurations Active Directory. Pourquoi c'est le risque le plus important? Pour rappel, il y a deux façons de prendre la main sur un Active Directory. Premièrement, c'est de pouvoir exploiter une vulnérabilité de sécurité qui est publique et qui est connue, qui possède une CVE, un numéro de vulnérabilité. D'accord? Ça, aujourd'hui, il y a une façon simple de corriger le problème. Vous mettez à jour vos contrôleurs de domaine. C'est pas une tâche très sexy, ça fait pas rêver, on est loin du zéro trust, mais déjà, vous faites ça, vous éliminez plein de soucis de sécurité. Mais après, si on prend un peu de recul, des vulnérabilités de ce type-là, il y en a une toutes les 4 ans à peu près, c'est la moyenne. Donc ça arrive pas très souvent et il suffit de patcher pour corriger la vulnérabilité. Pourtant, des compromissions d'AD, on en a tous les jours. Et je peux vous dire que les entreprises qui sont fait compromettre avaient patché leur contrôleur de domaine. Qu'est-ce qui fait que aujourd'hui ces AD se font toujours compromettre? Mais c'est ces mauvaises configurations. Autant vous avez une vulnérabilité AD qui arrive une fois tous les 4 ans, autant des mauvaises configurations sur votre Active Directory, vous allez en avoir 3, 4 par jour. Parce que on fait évoluer notre Active Directory, on crée des comptes, on crée des droits, on fait des GPO, on délègue des accès, et c'est là où le problème va arriver. Et il faut avoir une capacité à pouvoir visualiser ces changements, visualiser ces risques pour pouvoir les adresser de manière efficace. Il y a plein de solutions. Vous n'avez pas forcément besoin d'acheter une solution pour pouvoir le faire. Vous avez plein de façons de le faire. Vous regardez les journaux Windows, vous traquez le contenu de votre base de données. Vous pouvez développer des scripts PowerShell qui le fait. Il y a plein de solutions qui permettent de le faire, mais c'est quelque chose qui doit être fait et pas être fait uniquement lors d'audit ou de choses comme ça, parce que on fait l'audit une fois tous les trimestres, une fois tous les 6 mois, et entre temps, on a 6 mois de gap dans lesquels on a des risques de sécurité qui sont pas adressés. Et c'est là le vrai risque. Et du coup, c'est par là que les attaquants passent. Après, on pourrait discuter des vulnérabilités 0D. Ça, c'est un autre débat. Voilà. Malheureusement, on n'aura pas le temps de discuter lors de cette session. Pourquoi il faut le faire en temps réel? Pourquoi il faut le faire? Il faut avoir cette vision continue. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui,
tous les outils, et vous avez l'exemple de Ryuk ici, sont des outils qui sont weaponized. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'action manuelle. On clique sur l'outil fait tout. Il prend la main sur la machine, il fait de la propagation latérale, il vole les credentials, il prend la main sur l'Active Directory, il le chiffre, ou il pose des backdoors. C'est fait en, allez, on va dire 20 minutes de temps, si l'outil est un petit peu lent. Donc du coup, si vous ne voyez pas ces changements, si vous ne voyez pas l'exploitation de ces changements en live, c'est déjà, entre guillemets, c'est déjà un petit peu trop tard. Et vous ne verrez rien. Et votre audit tous les 6 mois, malheureusement, vous aurez que vos yeux pour pleurer. Donc l'aspect time to security et l'aspect réactivité est essentiel dans la sécurité Active Directory. Et autant, j'allais dire, les faiblesses de sécurité de l'Active Directory sont aujourd'hui assez connues, et on a des personnes qui essaient de les traiter, autant le côté réactivité et capacité à pouvoir détecter un comportement malveillant, une exploitation d'une vulnérabilité est aujourd'hui beaucoup moins bonne. Et c'est là où on a un gros gap de sécurité à franchir et qui est vachement important. Et c'est là où on travaille assez fort avec la communauté de manière globale de chercheurs en sécurité, c'est pouvoir permettre d'apporter cette visualisation rapide et efficace quand on est en exploitation, quand on a un changement qui expose un risque Active Directory. Il faut pouvoir répondre dans la minute sur ce risque-là, parce que sinon on sait qu'on va engendrer soit un risque, soit une compromission qui soit efficace, qui soit réelle. Je vais donner d'autres exemples. Je vais passer assez rapidement là-dessus, mais voilà, c'est assez facile de mettre à défaut un certain nombre de protections sur les endpoints. Et du coup, si on n'a pas une capacité à pouvoir réagir rapidement sur l'Active Directory, on a vraiment la phase, on va dire la sécurité des endpoints qui est déficiente. Le côté Active Directory, on voit pas grand-chose. Et du coup, c'est l'autoroute vers la compromission, si je puis dire. Mais je voulais quand même finir cette présentation, et je vois que le temps file, par une troisième étape qui est super importante et qui pour moi qui est un enjeu également clé. Après avoir fait le hardening et les quick wins, après avoir mis en place ce monitoring de sécurité, la troisième étape qui est essentielle, c'est mettre en place le mécanisme de tiering de Microsoft. Donc pour rappel, comment ça fonctionne la compromission, on va avoir une compromission de quelques endpoints, on va voler des credentials, on va faire de l'élévation de privilèges et prendre la main sur Active Directory. 95% des scénarios de compromission sont réalisés comme ça. Qu'est-ce que propose le tiering model, qui a d'ailleurs été introduit dans le guide que j'évoquais en début de session sur passe de hash, notamment la version 2, c'est la version 2 qui introduit ce mécanisme de tiering. L'idée c'est quoi? C'est de dire on va isoler nos ressources, donc les ressources de notre système d'information, nos serveurs, nos workstations, par niveau de sensibilité. Le tiers 0, donc c'est le cœur de la meule, le plus important, va devoir contenir les ressources qui sont les plus sensibles pour notre entreprise. Concrètement, on considère que si cette infrastructure est compromise, à ce moment-là, l'attaquant a l'accès à l'ensemble des informations de notre boîte, l'ensemble des informations métiers de la boîte, tout. Métier, finance, RH, R&D, tout. Donc le tiers 0, c'est vraiment le plus dangereux. Tiers 1, ça va être le niveau logique dans lequel on va positionner des ressources qui sont sensibles à notre business, mais si elles sont compromises, ça va impacter un peu durablement le business et ça va être dangereux pour nous, mais on va dire que ça va être pas la globalité de la compromise, pas la globalité de la boîte qui va être compromise. Tiens, on va appliquer que les serveurs de R&D. Alors ça fait mal les serveurs de R&D, mais au moins on a la finance, on a nos clients qui n'ont pas été impactés par exemple. Et enfin, le tiers 2, c'est le tout venant, ce qui nécessite pas forcément d'avoir un niveau de sécurisation qui soit efficace. Et l'idée, c'est quoi? C'est d'avoir des politiques de sécurité qui soient différentes par tiers. Tiers 0, on va mettre assez peu de ressources, parce que finalement, il y a assez peu de ressources qui nous permettent d'accéder à toutes les données de l'entreprise. Mais par contre, on va leur mettre une politique de sécurité qui est extrêmement forte. Moins de ressources, donc c'est plus simple de mettre une politique de sécurité qui est extrêmement stricte. Tiers 1, on est sur un niveau intermédiaire, on va peut-être relâcher certains boulons parce qu'on a un peu plus de serveurs. Par contre, on va quand même mettre un niveau de sécurité qui est fort. Et puis tiers 2, on va encore une fois relâcher les boulons parce que là, on a 10 000 devices à sécuriser et c'est pas efficace. Donc, on va adapter nos stratégies de sécurité en fonction de nos tiers de sécurité. Et ce qu'on va faire, c'est mettre en place des frontières de sécurité qui sont efficaces pour pouvoir empêcher quelqu'un de passer du tiers 2 au tiers 1, du tiers 1 au tiers 0, et vice versa. On va interdire aux admins du tiers 0 de se connecter sur les ressources du tiers 1 pour éviter d'exposer leur credential. Et toutes les features récentes de sécurité d'Active Directory reposent sur l'implémentation de ces mécanismes. Classification des ressources, implémentation de frontières fortes de sécurité sur ces ressources-là.
On pourrait en parler des heures du tiering model. Et pour l'avoir implémenté, c'est un vrai challenge, mais c'est un vrai gain de sécurité. Et si vous voulez résister à vos tests d'intrusion ou autres, c'est en implémentant ce tiering model, en ayant la vulnérabilité de la monitoring temps réel et en appliquant le hardening minimum que j'évoquais tout à l'heure, que vous aurez un modèle de sécurité qui soit homogène et qui tiendra la route face à des attaquants qui soient bienveillants ou un petit peu moins. Et enfin, l'étape 4, qui est bonus, c'est une fois qu'on a mis en place le tiering model au niveau d'Active Directory qui est efficace, on va descendre au niveau des workstations pour pouvoir les sécuriser de manière un petit peu plus efficace, éviter les credential theft qui permettent de passer de machine en machine. Et une des choses qui est classiquement fait par les attaquants, je passerai l'aspect psychologique parce que malheureusement j'ai moins le temps d'en parler, c'est déployer LAPS. Donc LAPS, c'est une solution qui permet de gérer les credentials, les comptes locaux des machines. Vous savez, une machine qui est membre d'un domaine Active Directory, elle a des comptes utilisateurs qui viennent d'Active Directory, mais des comptes locaux. L'idée de cette solution, c'est de pouvoir gérer ces comptes locaux, de mettre ces comptes locaux directement dans Active Directory pour s'assurer que, encore une fois, ils suivent une politique de sécurisation qui soit efficace. Donc, les comptes d'administration locaux, par exemple des machines, le fameux compte administrator, va pouvoir être géré en centrale par Active Directory. Et donc, du coup, on va s'assurer que le mot de passe est fort, qu'il est bien renouvelé, etc. Et du coup, l'attaquant va avoir beaucoup plus de mal à le récupérer et à l'utiliser pour faire de la propagation latérale. D'autant plus que vous avez des mécanismes de sécurité dans Active Directory qui vont vous permettre de bloquer cette propagation latérale en filtrant les sites locaux des machines quand ils essaient de se connecter par le réseau. Voilà, donc c'est un vrai mécanisme de sécurité qui est intéressant. Et enfin, la dernière étape qui me tient pas mal à cœur, c'est de pouvoir intégrer toutes ces actions, le tiering model, le monitoring en temps réel, le hardening et l'apps dans notre brique de sécurité, dans un peu une tour de contrôle qui va nous permettre de superviser, de piloter, je veux dire, la sécurité de notre Active Directory de manière efficace. Et ce qui est bien, c'est qu'aujourd'hui, pas mal d'organisations possèdent déjà les outils pour construire cette tour de contrôle. Bien souvent, c'est le SIEM. Le SIEM, c'est aujourd'hui qui est utilisé pas mal comme un agrégateur de contenu pour pouvoir faire du monitoring. Et ce que je vous invite à faire, c'est de mettre en place des solutions de sécurité qui vous permettent de baigner les informations dans le SIEM afin que vous puissiez avoir non seulement une infrastructure qui vous donne une information sur les malwares détectés par votre antivirus ou les paquets qui ont été bloqués par votre pare-feu, mais également avoir une composante Active Directory qui vous arrive. Vous n'avez pas besoin de racheter une brique supplémentaire, vous n'avez pas besoin de racheter un nouveau module dans votre SIEM, simplement en prenant les informations qui sont intéressantes, celles que j'ai citées jusqu'à présent, vous les intégrez dans votre SIEM, vous allez d'une part enrichir un petit peu le niveau d'information que vous avez. Vous n'allez même pas engendrer de frustration auprès des équipes parce que l'aspect humain est toujours un petit peu compliqué lors d'un changement parce que vous allez garder les mêmes outils qu'ils utilisent et vous allez avoir une bien meilleure visibilité sur les changements. Si vous appliquez l'aspect temps réel que j'évoquais tout à l'heure, vous allez voir les évolutions de votre Active Directory et si en plus vous pouvez créer quelques règles de corrélation dans votre SIEM, vous allez avoir une tour de contrôle unique dans laquelle vous allez avoir tous les paramétrages de sécurité, tous les événements de sécurité qui sont remontés et sur lesquels vous allez pouvoir avoir une meilleure traçabilité sur les actions. L'approche un peu boîte à pizza, on va empiler les briques de sécurité en espérant que ça va être robuste par rapport à une attaque, une brique de sécurité endpoint, une brique de sécurité data, une brique de sécurité firewall, une brique de sécurité Active Directory. Aujourd'hui, c'est des approches qui sont un peu dépassées, qui ne fonctionnent pas. La meilleure approche, c'est d'avoir une tour de contrôle unique, une infrastructure qui permet de piloter de manière globale l'ensemble des réactions ou des événements de sécurité qui opèrent sur tous les niveaux logiques de notre système d'information. Et il faut que, quand on fait de l'Active Directory, ces événements-là soient dans le SIEM. Et c'est ça, dans le SIEM. Et c'est ça la grosse erreur qui est faite aujourd'hui, et les gros gaps qu'il y a dans les politiques de sécurité également, c'est qu'aujourd'hui, l'Active Directory est toujours un petit peu le parent pauvre, est toujours un petit peu laissé de côté quand on se fait de la supervision, alors que c'est clé. Voir quelqu'un qui se connecte sur une ressource, voir quelqu'un qui obtient des droits, voir un primary group ID qui change, c'est ce type d'événement-là qui doit atterrir dans votre SIEM pour que vos équipes aient les équipes qui traitent la sécurité, qui sont opérationnelles, réagissent efficacement sur ces événements-là. Voilà, on a une dernière partie qui explique ce que fait Alcide. Donc je vais passer rapidement, sinon je vais me faire engueuler par mes équipes techniques. Mais concrètement, on développe une solution qui vous permet de visualiser en temps réel l'ensemble des risques, qui vous permettent de les visualiser et de pouvoir savoir quoi faire pour les traiter en ayant des recommandations qui soient un petit peu efficaces.
voilà, qui sont plus ou moins détaillés. Et vous avez un aspect temps réel, un peu à la Wireshark, qui vous permet de faire des investigations et réagir quand il y a des incidents de sécurité pour pouvoir transférer ça dans vos informations dans le SIEM, par exemple, et vous avez des dashboards, et c'est super, et on fait de la détection d'attaque également. Si vous êtes intéressé pour en savoir plus sur ce que fait Alcide, vous avez voilà, la salle de réunion dédiée à Alcide, et je sais qu'il y a un de mes collègues qui s'appelle Mathieu qui va faire une démonstration du produit juste après cette conférence. Donc si vous souhaitez voilà, basculer et voir un petit peu comment Alcide va vous aider à implémenter la stratégie de sécurisation que j'ai évoquée tout à l'heure, n'hésitez pas à jumper de session. Mais avant ça, il me reste quelques minutes, et ce que je vous propose, c'est que je prenne quelques questions afin que je puisse répondre un petit peu à vos interrogations. Alors, et les machines non Windows, c'est une question qui est posée par Nicolas. C'est une bonne question. Sachez que vous pouvez tout à fait gérer des Mac, des Linux dans un Active Directory. Pour info, chez Apple, ils utilisent également un Active Directory pour gérer leur Mac, ce qui est quand même un petit peu rigolo. Vous pouvez tout à fait faire du contrôle d'accès et du single sign-on avec des machines tierces. La seule chose que vous ne pouvez pas faire, c'est la gestion par stratégie de groupe, qui aujourd'hui n'est pas compatible avec les systèmes Linux, pas encore été implémenté dans Samba ou dans les distribs Linux. Donc il y a cette petite composante qui est en moins, qui peuvent être adressées par pas mal d'autres outils. Vous pouvez imaginer avoir des solutions à base de Ansible, voire de Puppet par exemple, pour pouvoir gérer la configuration qui va être un petit peu à part. Mais tout ce qui va être mécanique de hardening, mettons sur Kerberos, sur NTLM, sur SMB ou autre, va pouvoir fonctionner, et vont être faits au niveau de l'Active Directory et vont avoir de l'intérêt sur les machines Linux également. Je vois que mon collègue a parlé de la présentation, c'est super. Est-ce que les slides seront dispo? Écoutez, je ne sais pas ce qu'a prévu la conférence. Labs pour les machines non Windows. Et malheureusement, les labs pour les machines non Windows, ça va être un petit peu compliqué. Mais il y a deux approches en fait. L'autre approche, quand on est sur des systèmes non Linux, c'est de réduire le nombre de comptes et peut-être de les mettre par des authentifications type clé pour éviter d'avoir du pass de hash trop facile sur ces machines-là. Mais c'est vrai que c'est un challenge et il faut avoir une approche un petit peu hybride pour ces systèmes-là. C'est pour ça que il faut avoir je recommande d'avoir un système d'information complet 100% de Windows pour pas avoir à traiter ce genre de cas. Blague à part, c'est des discussions qui sont un peu complexes, mais qui peuvent trouver des solutions, mais qui souvent dépassent la seule Active Directory. Voilà. Et c'est vrai que Centrify est une bonne approche également. Ça fonctionne super. Et pour revenir sur la question des planches, il me reste une minute. Si les planches ne sont pas dispo, sachez que vous pouvez aller sur alcide.com. On a une rubrique webinar, white papers, ce genre de choses, et on publiera ces planches où vous puissiez les récupérer. Et si vous souhaitez les avoir également, vous pouvez les demander à mes collègues dans la salle juste après. Dernière question, par rapport à moi je vais essayer de prendre notre deuxième question. Par rapport à des outils comme Mimikatz, c'est intéressant d'avoir des mots de passe longs et compliqués pour les comptes utilisateurs. Est-ce que c'est surtout pour les comptes à pouvoir? Alors la complexité des mots de passe, oui, elle est importante, mais elle est importante pour tout ce qui est, on va dire, attaque par brute force, password spring, ce genre de choses. C'est encore intéressant d'avoir des mots de passe longs. La fréquence de renouvellement des mots de passe, vous avez certainement vu la posture de l'ANSSI. Aujourd'hui, on recommande de ne pas forcément renouveler fréquemment ces mots de passe parce que c'est compliqué à se souvenir. Il vaut mieux avoir un mot de passe long, non prédictible, qui ne puisse pas être deviné, qui ne puisse pas être reconstruit par un attaquant pour que ce soit efficace. Par contre, l'intérêt est assez limité dans certains cas de figure. Donc, comme vous l'avez vu avec passe de hash, moi, je m'en moque du mot de passe. Si j'arrive à récupérer votre hash, qui est stocké dans la mémoire de LSASS de votre machine, par exemple, je vais pouvoir réutiliser votre hash, et du coup, peu importe la longueur de votre mot de passe, ça n'aura pas d'impact. Disons qu'il faut, il y a plusieurs risques. La longueur du mot de passe va adresser un risque, les risques de brute force, password spring ou autre. Les mécanismes de hardening qui vont désactiver NTLM, par exemple, qui vont protéger la mémoire de l'SASS avec des protected process ou avec des LSISO. Alors j'ai oublié le nom commercial de la feature, mais peu importe. Va adresser cet autre risque. Et finalement, c'est le hardening, la politique de mot de passe, la politique de patch management qui va faire qu'on va avoir un système qui soit homogène. J'aimerais pouvoir vous en parler plus, mais je suis déjà hors timing, donc je vais me faire engueuler par les organisateurs.
Merci Luc pour cette présentation très intéressante. Effectivement, on s'aperçoit qu'il y a pas mal de questions. Dans le chat, on va remettre le lien pour accéder à l'espace des partenaires. On va mettre également un lien vers le centre d'Acide sur lequel vous pourrez poser toutes vos questions sans aucun souci. Et puis nous allons également vous mettre le lien vers le calendrier des conférences pour donc assister à la conférence qui va suivre dans cette salle. Merci encore une fois Luc pour cette présentation très intéressante. Et puis rendez-vous dans un quart d'heure pour la prochaine conférence. Merci à tous, c'était un plaisir et retrouvez-nous dans notre salle de réunion pour qu'on puisse poursuivre ces discussions si vous le souhaitez. Merci encore, c'était un plaisir. Merci Luc.